Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 8h dans Nous, le podcast qui met en avant des parcours de vie. Nous, c'est l'idée que chacun de nous a une histoire à raconter. Chaque récit que nous partagerons ici nous rappellera que derrière chaque individu se cache un parcours unique, mais aussi des combats, des triomphes et des leçons qui résonnent en chacun de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi grave que méconnu, le syndrome du bébé secoué. Maëva, maman d'Eden, nous raconte comment son fils a été victime de maltraitance par sa nourrice. À quelques mois à peine, Eden a subi des secousses violentes qui ont engagé son pronostic vital. Il a dû être opéré à plusieurs reprises. Aujourd'hui, c'est un miraculé, en bonne santé, mais ce parcours a laissé des traces. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de la résilience face aux épreuves de la vie. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue dans Nous. Bonjour Maëva. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Pouvez-vous nous présenter à nos auditeurs et nous expliquer votre histoire ? Alors, je suis Maëva et je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Eden, qui a presque 4 ans et demi maintenant et qui a été victime du syndrome du bébé secoué lorsqu'il avait 3 mois et 3 semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce syndrome ? En fait, le syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance, c'est un traumatisme crânien non accidentel. C'est quand une personne est excédée par les pleurs ou en fait est juste excédée, on va dire, et qui décide de s'en prendre à un nourrisson. Souvent, on l'empoigne en fait sous les aisselles et on le secoue violemment. Le problème en fait avec un bébé, c'est que le cerveau d'un bébé ne prend pas l'intégralité de la boîte crânienne et donc en fait le cerveau va taper d'avant en arrière et ce qui va provoquer des lésions très graves, ce qui peut entraîner donc des handicaps lourds et voire amener à la mort. Ça a été quelque chose de difficile pour vous parce que vous n'avez pas été capable tout de suite de comprendre ce qui se passait, même si vous aviez un peu des doutes. Est-ce que vous connaissiez le syndrome du bébé secoué à l'époque ? Alors, j'ai eu des doutes sur le syndrome du bébé secoué parce que j'avais déjà entendu parler, oui, du syndrome. J'ai grandi entourée d'assistantes maternelles quand j'étais plus jeune. Et dans le village d'à côté où j'avais grandi, il y avait eu un cas un peu similaire d'une nourrice qui avait secoué un enfant. Donc en fait, je crois que vers mes 15 ans, quelque chose comme ça, j'avais dû entendre parler du syndrome du bébé secoué sans savoir plus en fait ce que c'était, mais tout en sachant que c'était quelque chose de grave et en gros entendu qu'il fallait jamais secouer un enfant, quoi. Mais sinon non, j'en avais jamais vraiment entendu parler. C'est quelque chose qui touche quasiment 500 enfants, 500 nourrissons en France, donc c'est vrai qu'on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est vrai que du jour au lendemain, ça peut arriver à sa propre famille. C'est ça. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui, parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que c'est Bertrand, qui est président d'une association France Bébé Secoué, dans laquelle vous êtes, qui m'a contacté. Et du coup, c'était important d'en parler. On parlera de son association tout à l'heure. Très rapidement, vous avez remarqué qu'il y avait un changement de comportement sur Eden. Oui. En fait, un vendredi soir, mon conjoint est parti récupérer Eden chez sa nourrice. Je pense que je me rappellerai toujours de la façon dont il a pleuré quand mon conjoint l'a sorti du cosy. Et je lui ai dit, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Et vraiment, je me rappelle de cette image. On n'avait pas encore fait les travaux chez nous. Et donc, mon conjoint était entre l'entrée et la porte du salon. Il sort Eden de son cosy et Eden pleure fortement. Et quand je lui dis ça, il me dit, non. Je lui dis, vraiment, il pleure vraiment de façon bizarre. Et je lui dis, c'est pas possible, elle l'a fait tomber. Et je me rappelle qu'ils me disent, non, mais elle nous aurait prévenus. Et donc je lui ai dit, les gens sont mauvais. Mais vraiment, c'est sorti comme ça. C'est vraiment quelque chose où je me suis dit... L'instinct maternel. Ouais, il s'est passé quelque chose. Donc j'ai pris mon fils, on est monté dans sa chambre et je l'ai déshabillé pour regarder s'il n'avait pas des bleus. Vraiment, je sais pas pourquoi. Tout le monde me dit, oui, c'est ça, peut-être un peu l'instinct, etc. Et en fait, en regardant, il n'y avait rien. Pas de bleus, pas de choses apparentes, etc. Juste un Eden qui était devenu vachement colérique. C'est vrai que c'est important de le dire, c'est que Eden, c'est un enfant qui initialement ne faisait pas de grosses crises de colère. Non. Non, vraiment. Alors, en tout cas, chez nous, les propos de la nourrice étaient un peu différents, mais en tout cas, chez nous, Eden, hormis pour manger, parce qu'il a toujours apprécié manger, c'était un bébé très calme, très souriant, qui a fait ses nuits très rapidement. Comme sa maman.
C'est vrai que c'est très agréable de vous voir avec le sourire C'est parce que gentil. du coup, c'est un sujet qui est difficile et du coup, c'est toujours bien de l'aborder de cette Oui. manière-là. C'est important de le rappeler que Eden est en vie, qui est en très bonne santé. C'est ça. Voilà, ça permet aussi de rassurer les auditeurs, nos Oui. auditrices, et que du coup, en fait, que ce qui va se passer par la suite, dans les prochaines minutes, c'est que vraiment, c'est pour sensibiliser C'est ça, tout et à fait. que ça puisse aider aussi d'en parler autour de soi, en fait, Oui, parce que oui, du oui. coup, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent n'ont pas d'enfants ou n'ont pas prévu d'en avoir, mais du coup, ils peuvent en parler avec Bien leurs sûr. propres enfants ou leurs collègues, leurs Tout amis, à fait. tout ça. Et donc, comme je disais, Eden, en fait, n'avait aucun signe clinique sur potentiellement une maltraitance, une chute ou quoi que ce soit, hein. Donc, c'est mon premier bébé avec mon conjoint. On se questionne. La nourrice nous avait dit quelques jours avant qu'elle avait remarqué qu'il avait potentiellement les deux dents du bas qui commençaient à pousser en même temps, etc. Donc, je me renseigne auprès de ma mère, auprès de mes amis, auprès d'une de mes meilleures amies qui est puéricultrice et qui est la marraine de mon fils. Et tout le monde essaye un peu de nous rassurer. Et en fait, au fur et à mesure, donc à partir de ce vendredi, le soir, impossible de calmer Eden. Et j'ai fait quelque chose en fait que je n'ai jamais fait, c'est que j'ai pris mon sèche-cheveux parce qu'on m'a toujours dit les bruits blancs apaisent les bébés. J'ai mis le sèche-cheveux et c'est la seule chose qui le calmait. Vraiment, parce que même moi, j'arrivais pas à le calmer. Il pleurait, il gémissait vraiment. On avait l'impression qu'il avait mal. Et donc, j'en rigolais même en fait à ce moment-là. Je fais une vidéo à ma mère pour lui dire oh là là, je sais pas ce qu'Eden il a. Le sèche-cheveux, le bruit blanc, ça le calme, etc. Et en fait, à partir de ce soir-là, Eden a arrêté de faire ses nuits. Il se réveillait la nuit, il gémissait, etc. Le dimanche, on a fait un repas de famille avec mon père, ma belle-mère. Et mon père rigole sur le fait qu'Eden a une grosse tête. Il dit « Oh là là, il a une grosse tête, il tient notre famille, on dit qu'on a des grands fonds, etc. » Et que donc c'est un signe d'intelligence. Et en fait, au final, dans ce moment où on rigole, on se rendra compte qu'en fait, Eden avait une grosse tête parce qu'il avait déjà une hémorragie cérébrale et donc son périmètre crânien avait augmenté. Nous, en le voyant tous les jours, on n'a pas vraiment fait attention que son périmètre crânien avait augmenté. Et puis, je ne connaissais pas non plus tous les symptômes significatifs en fait à une hémorragie cérébrale sur un bébé secoué, par exemple. La fontanelle qui était gonflée, un périmètre crânien qui augmente rapidement, la pâleur, etc. Les vomissements. Et en fait, Eden commençait en fait à avoir un peu à tous ces symptômes-là. Nous, on n'avait pas remarqué que la fontanelle était gonflée. C'est votre premier enfant? Oui, c'est ça. Et puis quel âge à l'époque? J'avais 25 ans. On n'est pas préparé à ça. Oui. Et c'est vrai que 25 ans, choisir sa nourrice, en fait, c'est pareil, on n'est pas préparé à ça. Oui. On entend des choses un peu partout, mais généralement, on va souvent la faciliter par C'est rapport ça. à l'endroit où on habite. C'est ça. C'est le parcours du combattant, parfois, pour trouver la nourrice qui est Oui. disponible, qui est capable d'accueillir un enfant. Là, vraiment, on s'était pas mal renseigné. Et puis, on était tombé sur ce profil de nourrice qui nous paraissait plutôt bien. Avec les avis qu'il y avait notés sur les sites. On l'a trouvé sur un site spécialisé dans les gardes d'enfants. On avait fait un premier rendez-vous avec elle. Si je me souviens bien, j'étais enceinte. Et je m'étais même dit, il faut que tu arrives à aller visiter un peu la maison pour voir les autres pièces. Parce qu'au final, quand on est accueilli dans une pièce principale, ça peut être immaculé, très très bien rangé. Mais par contre, après, les autres pièces, ça peut être par exemple le désordre. Et donc, je voulais en fait avoir la possibilité d'aller visiter un peu le reste. Et donc j'avais dit oh oui, je peux aller aux toilettes, etc. Et vraiment toutes les pièces de la maison que j'avais vues en allant aux toilettes me paraissaient bien, etc. Donc ça m'avait aussi un peu rassurée. Et l'échange s'était plutôt bien passé. Dan avait fait une demi-journée d'adaptabilité en décembre. Et puis après, il avait commencé sa garde début janvier. Il n'était pas gardé très longtemps. En fait, il était gardé 3 heures plus ou moins par jour à hauteur de 3 ou 4 fois par semaine. Donc au total, entre le moment où on l'a déposé pour la première fois et le moment où il a été hospitalisé, il a été gardé 10 jours et cumulé plus ou moins 48 heures. Malheureusement, c'était très vite. Ça s'est répété. Oui, il a été, en tout cas, au niveau des aveux et au niveau de son changement de comportement et tout ce qui a été vu au niveau de l'expertise, etc., il a été secoué à plusieurs reprises. Une première fois le vendredi, donc le vendredi 22 janvier, et ça a été réitéré le mardi, parce que donc on l'a gardé nous le week-end, parce que de toute façon je travaillais pas. Et le mardi, moi je l'ai redéposé chez la nourrice, et là les secouements ont certainement été beaucoup plus violents, parce qu'en plus Eden a eu vraiment un gros changement de comportement. Et moi là, ça m'a totalement alertée sur le fait qu'il se passait vraiment quelque chose de grave avec Eden. Vous êtes allé dans un premier hôpital? Avant d'aller à l'hôpital, ça a été plus un gros parcours du combattant, parce qu'au final on a appelé les pompiers.
On nous a dit on va appeler le SAMU, etc. On vous rappelle, on attend d'avoir le médecin du SAMU pour savoir ce qu'on doit faire. On a attendu, je crois, une bonne demi-heure. Et donc j'ai dit à mon conjoint, on fait un sac et on l'amène à l'hôpital. Et en fait, le médecin du SAMU nous a rappelé et nous a dit « On ne sait pas où vous habitez, amenez votre enfant dans un hôpital. » Donc je me suis dit « Ah oui, en 2021, on en est là. Les gens se déplacent plus chez vous et on vous dit d'amener un bébé à l'hôpital alors qu'il y a des signes qui sont quand même assez inquiétants. » Donc ça a été la première des illusions. La deuxième, c'est qu'on est arrivé dans notre hôpital à côté de chez nous et on cherche les urgences pédiatriques. Et là, on nous dit « Il n'y a pas d'urgence pédiatrique ici. Il faut aller dans un autre hôpital. » Ah oui. Donc je me suis dit on va aller à l'hôpital avec mon conjoint là où j'ai accouché. Vraiment un hôpital de confiance dans lequel je ne mettrai plus jamais les pieds. On nous a dit il a toutes les caractéristiques cliniques d'une gastro parce qu'il vomissait en jet des quantités de lait très importantes. Et moi j'ai dit c'est pas possible. Il tient plus sa tête. Moi je me rappelle quand je suis rentrée du travail que j'ai pris mon fils, sa tête est tombée, le filet de bave, il était tout blanc. Il gémissait comme s'il venait de se faire... Un animal qui vient de se faire percuter par une voiture. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Je pense que c'est quelque chose qui me hantera toute ma vie. On voyait vraiment qu'il n'était pas bien. Et je leur ai dit, c'est pas possible. Il boit plus. À ce qui paraît, il n'a pas mangé depuis le matin chez la nourrice. Il n'est pas bien. On peut pas me dire que c'est une gastro. On nous a dit, vous prenez une ordonnance de polysinane et vous rentrez chez vous, vous inquiétez pas, c'est une gastro. On est reparti de Fontainebleau. On s'est garé pour mettre de l'essence, mon conjoint sort de la voiture. Et là, j'entends un bruit et je me retourne et je vois mon fils. Au départ, je ne sais pas ce qu'il fait et donc on m'a dit qu'au final, c'était des convulsions, qui convulse et qui vomit en jet. Et j'arrivais pas à me détacher. J'essaye d'ouvrir la portière pour dire mon conjoint, il est en train de mourir, vraiment. Et là, mon conjoint, je pense qu'en fait, on était tous les deux un peu ultra étonnés et choqués de la situation. Je le vois, il bouge pas. Et donc, j'arrive à me détacher, l'attraper, on le reprend, on rappelle l'hôpital pour dire on vous le ramène, ça va pas, il vient de se passer un truc dans la voiture. Et donc en fait quand on arrive à l'hôpital, ils se disent on va quand même le garder. Et là ils essayent de le piquer. Ils le piquent. Ah Eden, il est potelé, hein, on n'arrive pas à voir ses veines. Hein. Ah oui, il est vachement potelé. Hein. Ah la veine elle tourne, etc. Donc ils le piquent une fois, deux fois, trois fois. Je crois que j'avais compté, il y avait une bonne quinzaine d'endroits où il avait essayé de le piquer en fait. Et ils disaient qu'ils n'arrivaient pas à le piquer parce qu'en fait il était potelé. Le lendemain on nous a dit qu'ils n'arrivaient pas à le piquer parce qu'il avait une hémorragie cérébrale et que donc tout le sang affluait au niveau du cerveau et que donc c'était trop compliqué de le piquer au niveau de ses veines. Et donc ils l'ont gardé en observation jusqu'à environ 3h du matin, quelque chose comme ça, et on nous a dit nous il va bien, il a pas reconvulsé, etc. Vous rentrez chez vous avec une ordonnance. J'ai insisté et le médecin il m'a dit ok madame, je vous fais une ordonnance pour faire un scanner, si dans les 4 jours ça va pas mieux, vous lui faites faire un scanner. Pourquoi un scanner s'il y a une gastro? Enfin, je trouve que la marche est quand même assez importante. Oui, c'est pour vous rassurer, vous inquiétez pas. Moi, ni une ni deux, moi, le lendemain matin, 8h, je commence à appeler les labos. Bien évidemment, il y en a qui ouvrent un peu plus tard. Mon conjoint garde notre fils et je vais travailler. J'arrive au boulot, j'explique à mes collègues qui ont été formidables et qui ont dit on va t'aider à appeler des laboratoires parce qu'au final, quand j'essaye d'appeler des imageries, là, on me dit oui, vous êtes inconsciente, madame, on ne fait pas passer un scanner à un enfant de 3 mois et 3 semaines. Si les médecins vous ont dit qu'il allait bien, c'est qu'il va bien, etc. Et là, je me suis dit non mais sérieux, personne va m'aider à savoir ce que mon fils a alors que je le dis corps et âme qu'il s'est passé quelque chose. Et donc mes collègues, on se dit on va appeler les hôpitaux pour savoir, on va essayer de remonter sur Paris en fait, on va appeler tous les hôpitaux jusqu'à ce qu'un hôpital me dise oui on fera passer un examen à votre fils. J'appelle l'hôpital de Melun et je tombe sur une dame, vraiment je connais pas son nom mais je remercierai jamais assez parce que elle m'a dit oui, ce que vous décrivez n'est pas normal, je vais me référer à mon chef et je vous appelle demain matin première heure pour essayer de vous avoir une place, etc. Donc je dis ok, d'accord, et je lui dis, vu que j'ai une ordonnance, est-ce que si je vais en urgence, ils vont me faire passer un scanner quand même avec l'ordonnance au cas où? Elle m'a dit, je pense pas, parce que les urgences ne traitent pas avec les ordonnances, mais elle a dit au cas où, si vous voulez, allez toujours à l'hôpital à Melun. J'ai terminé ma journée de travail, mon conjoint me dit que Eden a continué un peu à vomir, etc., qu'il a vomi 2 fois en jet très fortement, et qu'il dort beaucoup, qu'il gêne, qu'il pleure pendant son sommeil, donc on se dit, voilà, je finis ma journée de boulot et on le ramène à l'hôpital. On essayait quand même de se rassurer, on nous a dit que c'était une gastro, etc., je ne veux pas passer pour folle. J'ai l'impression que c'est une étape qui a été difficile. Ouais, parce que c'est compliqué de voir son bébé qui est pas bien,
et de se sentir vraiment pas écoutée. Mais vraiment, j'ai eu l'impression de tourner folle et de me dire ah, c'est vrai, je suis peut-être trop angoissée, etc. Alors, on nous a dit qu'au final, si je m'étais pas écoutée, Eden serait décédée. Donc, d'un côté, je me dis bon, bah, au moins, j'ai tourné folle pour quelque chose. Mais oui, c'est pas facile parce qu'au final, on le voyait qu'il était en souffrance. Déjà, j'ai remarqué qu'il était en souffrance depuis le vendredi et on s'est activé à partir du mardi. Donc, au final, on l'a laissé quand même 5 jours dans l'errance. De se dire qu'il avait mal à la tête, enfin voilà, ça c'est une hémorragie cérébrale, c'est très grave. Donc oui, c'est pas une phase. Vraiment, ouais, de voir qu'il y a un problème et que Ouais. du coup, potentiellement, on peut perdre son enfant. C'est ça. Et encore là, j'avais pas les tenants et les aboutissants, mais je sentais que c'était pas bon. Moi, je vous comprends. En fait, je ne veux pas faire de leçon de morale par rapport aux hôpitaux parce que du coup, je suis pas le mieux placé pour parler de ça. Mais il y a beaucoup de problèmes liés à l'enfance en fait qui se jouent les premiers mois en fait Oui. suite à la maternité. Il y a une histoire qu'on va découvrir dans quelques semaines dans Nous. L'histoire de Cécile, son enfant a le syndrome de West. Et D'accord. en fait, c'est quelque chose qui s'est vraiment joué à la naissance en fait. Et en fait, il y a beaucoup d'examens qu'on ne fait pas à un enfant parce que pour les mêmes raisons que vous. Et en fait, si on avait fait des examens à son enfant, en fait, il serait potentiellement en très bonne santé aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants en fait qui se retrouvent avec des graves séquelles Oui. parce qu'en fait, on fait le minimum en fait à un enfant sur les mêmes raisons qu'on vous a dit. Ce que font les médecins, c'est ce qu'on leur dit de faire. Bien sûr. Oui. Il faut savoir des fois sortir de... Des cases et de s'écouter. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a aussi, et puis de toute façon on le voit avec les associations sur le syndrome du bébé secoué, beaucoup de bébés qui ne s'en sortent pas ou qui finissent très lourdement aussi handicapés à cause de toutes ces erreurs de diagnostic parce que gastro, rhinopharyngite, etc. Alors qu'il y a quand même tout un tas de symptômes qui permettent d'amener à cette conclusion. Bien évidemment, hein, il y a d'autres maladies, etc. Tous ces symptômes-là ne veulent pas forcément dire qu'il y a syndrome forcément du bébé secoué. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place beaucoup plus rapidement, surtout en plus quand on a des parents qui alertent. Du coup, Eden a eu son scanner, son pronostic vital a été engagé et il a été opéré une première fois aux urgences à Necker. Alors, on nous a fait faire un scanner à Melun, déjà. Et là, on nous a dit que... Bon, déjà, on nous a changé de salle. Et c'est un peu bizarre. J'aimerais bien revenir sur ça. On était dans une salle en box. Et là, on nous a mis dans une salle très vitrée, où tout le monde nous voit, etc. Et on a un peu trouvé ça bizarre. Et après, il y a l'infirmière qui nous a reçus, son médecin référent, je pense. Et donc l'interne qui était là, qui sont venus et on nous a dit Eden a une hémorragie cérébrale, des médecins vous attendent à Necker, le pronostic vital est engagé. Et donc moi j'ai demandé, la première chose que j'ai demandé c'est est-ce que Eden allait mourir et on nous a dit qu'on ne savait pas et que de toute façon c'est les médecins sur Necker qui pourraient plus nous aiguiller, que là le SAMU allait transporter et donc ils voulaient savoir qui est-ce qui montait avec Eden. Moi j'étais incapable de conduire. Et mon conjoint s'effondrant par terre, je ne le voyais pas conduire tout seul. Donc je savais qu'Eden était pris en charge. On m'avait dit, il a une hémorragie cérébrale, on va à Necker. Pour moi, Necker, meilleur hôpital pour les enfants. Je me suis dit, il va aller avec les pompiers du SAMU transporter. Et moi, je monte avec Yanis, que je ne peux pas conduire. Et puis Yanis, je veux pas le laisser tout seul. On est arrivé avant les pompiers à l'hôpital. Donc on a peut-être roulé un peu vite. Mais quand on est arrivé... Eden a tout de suite été mis en fait dans une chambre au service neurologie. Est-ce que parfois à ce moment-là, en fait, les yeux se tournent vers vous et en fait, on pense que c'est vous qui avez fait quelque chose à votre enfant? Moi, je l'ai senti. Mon conjoint l'a senti aussi. C'est dur ça. Ouais. Vraiment, déjà dans cette phase de nous mettre dans une pièce avec des vitres, j'ai vraiment eu l'impression qu'on nous observait. Et quand on est arrivé à Necker, on est rentré dans la chambre. Il y avait franchement, je crois qu'il y avait 5 ou 6 médecins. Donc en plus, c'était en pleine nuit, parce que il devait être 2h du matin quand on est arrivé. Et la première chose que je me souviens, et je crois que d'ailleurs une des seules choses, parce que j'ai eu l'impression qu'au final un épais brouillard était tombé, le chaos en fait au final qui arrive. Le seul truc que je me souviens, c'est on n'est pas la police, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et c'est important parce que du coup, en fait, c'est vrai que Necker, ils sont quand même spécialisés là-dedans. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose, en fait, en vous a enfin écouté, en fait, parce qu'il y avait des diagnostics qui étaient tombés. Et en fait,
c'est vrai qu'il y a certains hôpitaux qui ne sont pas, comme on disait, Habilité, ouais. habilités ou préparés, ou ils ne savent pas gérer ce type de Tout à sujet. Du coup, c'est important aussi, vous, dans la reconstruction et de gérer l'après, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé. Oui, Donc, vous savez qu'ils ont dû vous voir. Moi, je le vois avec le sourire que vous avez, que du coup, que vous n'avez pas l'air violente. Ils ont, voilà, que, automatiquement, en fait, le syndrome du bébé secoué est arrivé. Juste très brièvement, donc il a été opéré à plusieurs reprises Oui. pour qu'il puisse sortir d'un pronostic vital plus engagé. Vous avez essayé de parler avec la nourrice à ce moment-là? Avec mon conjoint, on fonctionne vraiment différemment. Il a peut-être un regard beaucoup plus doux sur le monde que moi. D'où les gens sont mauvais quand je lui disais que elle ne nous l'aurait pas dit si s'était passé quelque chose. On est assez complémentaires là-dessus. Moi, j'ai fait un texto à la nourrice pour savoir ce qui s'était passé en fait le mardi, sa journée, est-ce qu'elle lui avait donné quelque chose, etc. Mais je voulais une trace écrite parce que c'était pas la première fois que je demandais quelque chose à la nourrice et qu'à chaque fois elle m'appelait alors que je lui demandais par message et que je trouvais ça un peu bizarre. C'est vrai que je fais vraiment peu confiance aux gens. Vous êtes en confiance aujourd'hui? Oui, ça. Mais on va dire que c'est bizarre d'avoir laissé son enfant à quelqu'un quand on ne fait pas confiance. J'avais pas confiance à 100%, bien évidemment, mais j'avais un minimum confiance. Mais en tout cas, quand je pose des questions, j'aime bien avoir mes traces écrites, etc. Elle m'a appelée pour me dire « Bah non, je comprends pas, j'ai rien donné à Eden, etc. » Et donc, je disais à Yanis que son comportement était bizarre. Et étant donné qu'on est allé à Melun le mercredi, en fin de journée, elle nous écrivait beaucoup pour savoir qu'est-ce qui se passait, etc. Et dire « Ah, vous savez, moi, j'adore les enfants, je pourrais vraiment... N'hésitez pas à me solliciter, etc. S'il y a quoi que ce soit. » Et vraiment, je me suis dit tu gardes mon fils depuis 10 jours. Ça veut dire de se justifier Oui, de cette manière-là. voilà. Ok, il y a un attachement pour les enfants, etc. Mais là, je trouvais que c'était vraiment trop et beaucoup trop insistant. Donc moi, je répondais pas. Et en fait, au bout d'un moment, je crois que je m'énervais même que l'infirmière a pris mon téléphone et m'a dit « Votre fils a besoin de vous. Laissez de côté. On chargera après de ce qu'il faut en fait se charger. Mais là, concentrez-vous sur votre fils. » Et donc, mon conjoint, qui a un tempérament quand même un peu plus calme, plus posé, etc., lui continuait à dire bah, écoutez, là, pour l'instant, on attend le retour du médecin. Et mon conjoint l'informe qu'Eden a une hémorragie cérébrale. Et là, oh là là, le grand sketch. Mais comment cela est-ce possible? Et elle a fini par demander le 29 janvier à être payée de son mois, sans déduire le 30 et le 31 janvier, par exemple. Ça me paraît tellement aberrant. Je me dis... on vous informe qu'il a un pronostic vital engagé. On ne sait pas si le 30 il sera vivant et on me demande de payer cette journée. Mais en fait, au bout d'un moment, il faut avoir un peu de conscience envers les parents, qu'on ait fait quelque chose ou pas. Donc ça, en fait, ça a commencé encore plus à me mettre la puce à l'oreille. Je me dis, c'est quoi cette nana qui veut que du fric, quoi? Vous avez dû déposer plainte? Alors, en fait, ça s'est passé différemment. Le corps des médecins, en fait, à Necker, eux, ont fait un signalement en fait, au procureur de la République. Vous avez été reçu par la police? Oui. Est-ce qu'on vous a posé des questions pour savoir si vous étiez potentiellement responsable? Alors déjà, on a été reçu par la police assez rapidement, déjà, parce qu'on était en rendez-vous avec l'assistante sociale à Necker, parce qu'on est quand même entouré plein de personnes qui nous expliquent un peu les procédures. Et mon conjoint a un appel de la gendarmerie et qui nous disent bah, faut venir demain. Ah là, mon fils est en soins intensifs, on n'a pas forcément envie de venir, mais bon, on n'a pas le choix, on s'y plie. Donc le lendemain, on est retourné chez nous et on s'est fait auditionner. Je crois que ma première audition a duré 4-5 heures et celle de mon conjoint a duré 3 heures. D'ailleurs, les gendarmes ont rigolé en disant les femmes sont plus bavardes que les maris. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce moment-là. 4 heures. Ouais. En tant que maman. Ouais, c'est long, hein. Et en plus, on est retourné au final auprès d'Eden que le lendemain parce que on a eu rendez-vous en fait en début d'après-midi à la gendarmerie. Après l'audition, moi je pensais que c'était terminé. On nous a dit non, il faut maintenant aller chez vous faire une perquisition. Ah oui. Donc, ouais, c'est long. On nous pose tout un tas de questions sur est-ce que Eden était un enfant désiré, comment il était. Comment j'ai vécu ma grossesse. Moi, j'ai bien vécu ma grossesse. Enfin, j'ai bien vécu, oui, non, bien évidemment, comme toutes les grossesses, il y a des parties un peu compliquées. Mais après, ce qui a été un peu compliqué, c'est tout de suite, j'ai senti un peu les questions. Oui, et donc, est-ce que votre conjoint boit?
Est-ce qu'il vous tape? Enfin voilà, c'était vachement détourné. C'est vraiment, on insiste, on répète plusieurs fois la même question. Vraiment, on a l'impression de se voir dans un film. Et puis après, quand on nous dit bon maintenant on va chez vous. Moi je me rappelle, on est parti le mercredi soir en laissant un peu tout en plan. On n'avait pas pris d'affaires vraiment de rechange à Eden, enfin quelques petites affaires. On s'attendait pas à la finalité, même si on avait un doute. Mais c'est bizarre inconsciemment. Je pense qu'on a toujours cet espoir de se dire ouais c'est bon, c'est qu'une gastro, donc on n'avait pas pris tout un tas de choses. Et je me rappelle quand les gendarmes arrivent à la maison. Je leur dis, je suis désolée, c'est pas rangé. Vraiment, j'avais honte. Je me suis dit, oh là là, ils vont arriver, ils vont voir que là, il y a les biberons d'Eden qui sont pas lavés. On avait fait un apéro ce week-end, justement, avec mon père, etc. Donc, il y a des bouteilles de bière qui sont pas encore jetées. Enfin, je me suis dit, oh là là, ils vont penser qu'on est les pires parents du monde. Vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être une mauvaise mère. C'était de devoir tout me justifier. Et ça a été ça pendant très longtemps, même encore, maintenant, aujourd'hui. Et je crois qu'à Necker, c'était encore pire parce que j'osais plus prendre mon fils dans les bras avec son père. Ça a été compliqué les premiers jours parce qu'on se disait, même si indirectement je savais un peu ce que c'était le syndrome du bébé secoué, je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui lui ai fait du mal sans faire exprès. On avait fait Noël un peu avant, étant donné que c'était en janvier, sur mon fond d'écran de téléphone. Donc il y avait une photo de moi qui tenait mon fils un peu au-dessus de la tête, comme ça, où on se regardait. Je me rappelle tout le temps cacher mon téléphone et l'assistante sociale, Sophie, que je remercie beaucoup, m'avait dit, vous savez, c'est pas parce que vous avez fait une jolie photo avec votre fils où on a l'impression qu'il vole dans les airs que c'est vous qui l'avez maltraité. Mais indirectement, cette photo, je me disais, on va croire que c'est moi qui l'ai maltraité quand je l'ai levé en l'air, alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est pas ça une maltraitance. Et on avait vraiment l'impression de plus savoir faire. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma maternité, indirectement. M'a un peu coupé la confiance que j'avais en moi d'être mère, parce que vraiment, je me rappelle le moment où j'ai accouché. Je pense qu'on a tous un peu des doutes quand on accouche, on se dit est-ce que je vais être une bonne mère, est-ce que je vais réussir à assumer ce rôle de vie, etc. Je crois que ça a été une évidence. Allez, 1 heure après, l'instinct maternel, je pense, qui se fait lionne sur son lionceau. J'avais l'impression que personne ne savait mieux gérer que moi mon fils. Même mon conjoint, quand il me disait attends, je vais changer la couche. Non, c'est pas comme ça. Et malheureusement, ce diagnostic a fait que je me suis retrouvée comme une petite fille qui savait plus gérer son enfant. J'avais peur de le prendre, j'avais peur de lui faire mal. Il était branché de partout. Après, il a été opéré. Il avait un gros bandage sur la tête. J'avais vraiment, vraiment peur de lui faire mal. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous perturbe encore aujourd'hui. Oui, parce que on pourra dire ce qu'on veut. Eden est vivant et je remercierai jamais assez l'univers, la vie pour ça. Mais je pense qu'il y a des choses, vraiment, quand le chaos s'abat, je le vois comme ça. Vraiment comme un arbre qui prend la foudre. Au final, même s'il reste debout, on verra toujours en fait les stigmates que ça a fait en fait de son tronc qui a pris feu, etc. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Eden n'est pas mort, mais j'ai dû faire le deuil sur la mère que j'étais, mon conjoint aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'on avait une parentalité idéale, vraiment. Eden était chouette, comme tout, il l'est toujours. Hein. Vraiment, pour nous, il faisait pas de crise. Il était vraiment parfait, sur tous les plans. Je crois que j'ai jamais été aussi heureuse que ces premiers mois de vie. Et du jour au lendemain, toute l'innocence que j'avais de voir grandir mon fils, etc., tout ça s'est transformé en chaos du jour au lendemain. Et on se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a énormément de choses à se poser comme question. C'est vrai que c'est humain ce que vous dites. Et en fait, je pense que n'importe quelle femme ou n'importe quel parent réagirait comme vous l'avez fait. Il faut se rappeler, c'est que vous n'y êtes pour rien. Oui. Vous avez été avec la mauvaise personne. Et du coup, d'où l'importance d'en parler aujourd'hui pour que ça n'arrive plus, ou le moins possible. Cette nourrice, elle a été aussi auditionnée par la police. Elle a avoué les faits. Oui. Dieu merci, parce que du coup, ça a permis d'avoir un jugement. Oui. Elle a été condamnée. Oui. C'est 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans de sursis probatoire et 1 an sous bracelet électronique, en fait. Il y a un aménagement de peine. Donc là, elle est techniquement sous bracelet électronique. Elle peut encore exercer ce métier? Non. Combien de temps? Pour moi, elle a une interdiction définitive de travailler avec les enfants et elle a été également déchue de ses droits civiques pendant 5 ans. Elle a eu des remords par rapport à ce qu'elle a fait? Pas
pas du tout, rien du tout. Je sais même pas si j'aurais aimé qu'elle lui dise pardon ou quoi que ce soit, parce que pour moi, ça aurait sonné fou. Par rapport à la condamnation, est-ce que vous trouvez qu'elle est légère par rapport à ce que tu... Vraiment, si vous voulez mon avis, pour moi, elle n'a pas eu de punition, elle n'a pas été condamnée. Et je crois que ça, c'est ma claque, ouais. Pardon. Moi, un jour, il va falloir que j'explique à mon fils qu'il a été maltraité et que cette personne n'a pas été réellement punie. Parce que oui, elle a un jugement, on va dire « Ah, c'est chouette, elle a été condamnée à 4 ans de prison. » Mais au final, ces 4 ans de prison, c'est quoi déjà 4 ans de prison. Moi, ma prison, au final, je l'aurai toute ma vie parce qu'il va falloir que je me pardonne un jour. Peut-être. D'avoir envoyé mon fils. Vous vous sentez coupable aujourd'hui? Oui, je pense avec son papa, je pense que c'est normal en fait. Techniquement, on est censé protéger son enfant. Moi, je l'ai déposé chez un bourreau, donc à un moment. Mais il va falloir que je dise à mon fils que on vit dans un monde où on peut faire du mal aux gens et au final, on n'est pas puni. Alors après, je dis ça à mon niveau, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire c'est bien parce qu'il y a des justices qui sont jamais rendues, etc. Et nous, on a eu un jugement. Un jugement pourquoi? C'est un combat. Ça va faire 4 ans qu'on se bat avec mon conjoint, où on se met à nu. On a été auditionné plusieurs fois avec des interrogatoires qui sont pas tout le temps faciles, etc. On nous a menacé de mettre des dents pouponnières. Et en fait, pour au final quoi? Pour se dire que elle a un bracelet électronique. Moi, je pense que j'ai un blocage sur cette personne. Mon conjoint la croise régulièrement. Donc je me dis, si mon conjoint la croise régulièrement, étant donné qu'on n'habite pas loin, je pense que je dois la croiser aussi, mais je pense que indirectement, moi, mon blocage, il est là. Pourquoi? Voilà, je me dis, peut-être vaut mieux d'un côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez encore du travail à faire sur vous-même. C'est vrai que ce que vous avez vécu, c'est difficile, c'est important de se faire accompagner. Il faut avoir le déclic, peut-être que vous l'aurez à un moment. Mais c'est vrai que c'est important, moi, de le rappeler. Quel que soit le problème que vous avez, il y a un dispositif de l'État qui permet d'avoir des séances de psy gratuitement, qui est le soutien psy. Il faut simplement trouver un psychologue qui est habilité, en fait, qui permet de le faire. Et du coup, toutes les séances sont remboursées. Il y a une association qui vous a aidé qui s'appelle France Bébé Secoué, qui est gérée par Bertrand. Comment est-ce qu'elle vous a aidé en fait? Indirectement, je l'ai connue via une autre association, Stop Bébé Secoué. Et France Bébé Secoué, pour moi, elle s'est ouverte un peu après, mais ils se connaissaient tous un peu. C'est important de les mettre en avant parce que voilà, c'est des associations qui travaillent dans l'ombre. Ouais, et qui sont gérées par des parents de victimes aussi. Exactement, parce que du coup, voilà, effectivement, Bertrand a eu la même chose. Tout à fait. Malheureusement, nos fins sont la finalité de nos parcours de vie sont différentes. Parce que des fois, il y a des bébés qui sont décédés, c'est important de le rappeler. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a cette chance et qu'on ne sait pas pourquoi Eden, lui, fait partie de ce faible taux d'enfants qui survivent. Faible, oui et non, parce qu'au final, il y a quand même des enfants qui survivent. Maintenant, aussi bien, entre guillemets, ils ne sont pas forcément tous dans les mêmes conditions de vie qu'Eden actuellement. Et puis, il y en a malheureusement beaucoup trop qui en décèdent. Et donc, en fait, je pense que parler avec quelqu'un qui a vécu la même chose, même si les finalités sont différentes, ça nous permet de se rattacher à quelque chose comme quoi on n'est pas seul aussi, de trouver de la compréhension, de trouver de l'aide, de l'écoute, etc. Et c'est ce que toutes ces associations mis bout à bout essaient de faire, déjà d'être la voix de nos enfants. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je dis, je veux être la voix de mon fils. Peut-être qu'un jour, il me dira « Maman, arrête d'en parler, s'il te plaît ». Et donc, à ce moment-là, j'en parlerai plus, mais en tout cas, je veux mettre en évidence ce qu'il a subi pour que d'autres enfants ne le subissent pas. C'est tout à votre honneur. Parce qu'au final, c'est trop peu connu. On dit 500 bébés secoués, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Exactement, parce qu'il y a des parents qui ne le savent pas ou qui n'osent pas le dire. Tout à fait. Simplement, il y a peut-être des hôpitaux qui ne diagnostiquent pas. Selon l'intensité de secousse, il peut y avoir des saignements qui se résorbent d'elles-mêmes, mais qui entraînent quand même des séquelles. Donc, on peut avoir des enfants qui grandissent, qui vont à l'école, qui ont des difficultés d'apprentissage, de tout un tas de choses, de comportements, qui au final ont potentiellement été secoués quand ils étaient petits. Et au final, personne ne s'en est jamais rendu compte parce qu'ils ont réussi à s'auto-soigner. Je dis ça vulgairement. Hein. Donc, c'est vraiment que la face visible de l'iceberg
En tout cas, c'est important de les remettre à l'honneur. Stop Bébé Secoué et France Bébé Secoué, ces associations qui sont dans l'ombre et qui sont là pour soutenir des familles. C'est important de dire aussi, c'est que voilà, il ne faut pas rentrer non plus dans une parano, mais c'est important quand vous choisissez votre nourrice de vous renseigner, de contacter des associations, d'aller faire des visites et de parler aussi potentiellement avec des familles qui ont eu appel à cette nourrice pour se sécuriser. En tout cas, on pense à tous ces parents qui ont perdu leur enfant ou que leurs enfants ont des séquelles. Aujourd'hui, Dieu merci, Eden est là, en pleine forme. Et ça doit vous faire du bien de le voir courir et de le voir en vie. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Peut-être un jour de me pardonner, mais bon, je suis pas sûre que ça arrive un jour. Mais il y a du travail quand même parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises et je pense que j'ai pas voulu vous couper dans ces moments-là. Il faut apprendre à se pardonner parce que vous n'étiez pas responsable et que et il faut le retirer de vous parce que sinon la vie elle est trop courte. Oui, c'est sûr. On le voit avec ce qui s'est passé avec Eden, mais en tout cas, voilà, on profite de chaque instant. J'essaye de profiter de chaque instant avec lui et de me dire que ça a seconde chance parce qu'au final, on va comme ça. On veut, avec son papa, faire en sorte qu'il découvre tout un tas de choses de la vie et lui faire expérimenter, lui montrer que malgré tout, la vie peut être belle. Parce qu'en soi, il n'y a pas que du chaos, on se relève toujours. Nous, notre parcours pour se relever est encore en cours, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de mieux comparé il y a 2 ans, par exemple. Et puis, c'est qu'une question de temps. Et en fait, voilà, vous avez le sourire, il y a de l'émotion aujourd'hui. Votre couple est là avec Yanis, le papa d'Eden. Oui. Ça a été un soutien important. Oui. On s'est soutenu sur des moments différents. Au tout début, je pense que j'ai tenu le bateau parce que lui, ça n'allait pas fort. C'était pas une bonne période. En plus, sa maman était malade et il a perdu sa maman quelques mois après tout ça en plus. Donc moi, je pense que je me suis mise en pilote automatique parce que j'avais besoin d'être là pour Eden et j'avais aussi besoin d'être là pour Yanis. Et puis après, moi, un an et demi après, en fait, plus ou moins au moment des aveux de la nourrice, moi, j'ai eu un gros down et lui, il a pris le relais sur Eden et moi. Et en fait, maintenant, on oscille un peu comme ça. De temps en temps, on va bien tous les deux et puis de temps en temps, on a chacun de nous nos propres angoisses qui réapparaissent et on essaye de se soutenir mutuellement. J'espère que je le fais bien. En tout cas, elle le fait bien, même si je lui dis pas. Je lui dis pas toujours. Ça vient à la question que mes auditrices et mes auditeurs ont l'habitude d'entendre ici. Vous avez un message à adresser à Yanis qui nous écoute aujourd'hui? Déjà, je l'aime fort. Je sais que ça n'a pas été une période facile du tout pour lui. Surtout que je pense que tous les regards se sont un peu plus posés sur lui, sur le fait de est-ce que c'était lui qui avait maltraité ou non Eden au moment de l'enquête, etc. Et il en a beaucoup empathie. Que c'est un papa merveilleux et que son fils a besoin de lui et qu'il faut qu'il continue à partager tout un tas de choses avec lui parce que le temps passe vite et qu'on le sait et que tout peut s'arrêter demain et donc qu'il profite de tous les instants qu'il puisse avoir avec Eden, avec moi aussi et vraiment que je l'aime fort. Je te sens ému. Oui. C'est vrai parce qu'au final on se dit pas forcément tout le temps et puis après il y a la routine aussi qui rentre mais que ça a été un super soutien. On communique pas toujours sur tout, etc. Mais je sais qu'il entend. En tout cas, il communique moins que moi. C'est un homme, après tout. Mais je sais qu'il entend et je sais qu'il voit aussi. Et donc ça, c'est le principal quand même. C'est important de le dire en fait parce que on est, comme vous le disiez, on est dans un quotidien en fait et le temps passe hyper vite et c'est pour ça que je pose souvent cette question ici, c'est que des fois on oublie, on n'ose pas et je trouve que c'est le bon moment aujourd'hui pour lui dire les choses en fait. C'est vrai qu'on est souvent dans le train-train de tout, de la vie, du travail et puis je pense aussi que avec ce qui s'est passé,
On a été beaucoup plus parents que couple sur certaines phases quand même. Malgré tout, en premier lieu, c'est le papa d'Eden, mais c'est aussi mon compagnon de vie. Et c'est ma famille. Voilà, à trois, on est un super trio avec nos entourages bien évidemment à côté, mais en tout cas, on est une belle famille et on ira loin. En tout cas, je nous le souhaite. Cet épisode touche déjà à sa fin. Merci Maëva pour votre témoignage si fort. Merci à vous, et Nicolas. bouleversant. Merci d'avoir eu le courage de revenir sur cette épreuve, de mettre des mots sur ce que vous et Eden avez traversé. Votre histoire est précieuse. Elle permet de sensibiliser, d'alerter, peut-être d'éviter de drames. Merci pour votre confiance, votre sincérité et pour ce moment partagé avec nous. Merci beaucoup et merci pour toutes les écoutes et pour le partage. Et merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre afin de rester en contact et de traverser un petit bout de chemin ensemble. Votre soutien est très important dans la poursuite de cette aventure. Je le rappelle que j'autoproduis ce podcast tout seul. Et n'oubliez pas, parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Nous.